et bienvenue sur le podcast Elles Impact, le podcast de la chaire Femmes et Renouveau économique de Grenoble École de Management, qui invite les femmes qui innovent à parler aux autres femmes qui innovent. Alors aujourd'hui, à l'occasion du salon de la MedTech, nous recevons Aurélie Dutour. Bonjour Aurélie. Bonjour Séverine. Alors, tu as une double casquette. Tu es chercheur spécialisé en cancer pédiatrique et tu travailles sur Lyon. Tu vas nous expliquer ça tout en détail et tu es également entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire déjà accessoirement, d'où tu viens et comment tu es arrivé à parler et à travailler sur le cancer pédiatrique? Bien sûr, alors moi je suis donc chercheur, comme tu l'as dit à la base. Donc j'ai la formation académique d'un chercheur, j'ai fait une thèse en cancérologie pédiatrique. Donc voilà comment je suis arrivée à la cancérologie pédiatrique. En fait, je suis tombée dans la marmite des cancers pédiatriques petit chercheur. Et puis en fait, j'ai jamais quitté. Maintenant, j'occupe donc un poste de chercheur au sein du CRCL à Lyon, au Centre de recherche en cancérologie de Lyon, où je suis dans une équipe qui est dédiée au cancer pédiatrique. Et moi, dans cette équipe, je dirige un petit groupe de recherche qui s'occupe de modéliser les cancers pédiatriques pour mieux les représenter et puis tester des nouvelles approches thérapeutiques. Et c'est en fait par ce biais-là que je suis venue à l'entrepreneuriat, ou plutôt à l'intrapreneuriat, puisque ce qu'on l'on crée, c'est une plateforme qui va proposer des solutions pour évaluer des nouvelles drogues qui vont arriver sur le marché de la cancérologie pédiatrique. Alors justement, avant de parler de tout ça, on va développer tous ces petits aspects. Est-ce que tu peux revenir quand tu dis « je suis tombée toute petite dans la marmite du cancer des enfants », pardonne-moi, mais il manque deux, trois éléments. Comment au moins tu es arrivé à voir la marmite, à aller vers la marmite et à monter sur la marmite et à tomber dedans? En fait, j'étais en stage de ce qui est maintenant le master. Et on m'a En proposé biologie. de travailler sur les sujets d'un sujet de cancer pédiatrique. Et si je parle de marmite, c'est parce que ça m'a fascinée. Je sais que c'est assez contradictoire quand on parle de cancer pédiatrique et de fascinant, parce que en fait, c'est des cancers qu'on connaît encore très mal, qu'on comprend mal et qu'on soigne encore très mal depuis 50 ans. Enfin, les cancers des os qui me concernent, ça fait 50 ans que les traitements n'ont pas changé, qu'on n'arrive pas à faire évoluer ça et qu'on n'arrive pas, malgré toutes les avancées, à, à améliorer ces traitements et le taux de survie des enfants. Et je me suis dit, enfin, c'est là le côté que j'ai trouvé quand même fascinant, se dire, mais avec tout l'arsenal qu'on a, on n'arrive pas encore aujourd'hui à comprendre ces cancers-là, alors que le cancer du sein et d'autres, il y a eu d'énormes avancées de fait. Donc c'est là pour ça que je me suis centrée dessus. Donc toi, tu disais toujours que le cancer pédiatrique, ce n'est pas un cancer en miniature. C'est-à-dire que la Le tumeur cancer, est ouais. la même, et Ça veut dire spécifique que le à l'enfant. cancer de l'enfant, c'est pas le cancer de l'adulte. L'enfant, c'est pas un adulte en miniature. Et ben, tout ce qui est dans l'enfant, son cancer, tout comme sera pas un cancer de l'adulte en miniature, on l'a bien compris maintenant, c'est un enfant, il a des particularités qui sont pas celles de l'adulte. Et donc, vouloir appliquer les recettes de l'adulte à l'enfant, juste les transposer, c'est pas possible. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça marche pas. Et quand tu es rentrée donc, dans cette logique, donc tu étais en biologie, je suppose, ou Ouais. tu étais en biologie. Quand tu es rentrée en biologie, donc en thèse, qu'est-ce que tu recherchais? Parce qu'après tout, tu aurais pu être, je sais pas moi, entrepreneur, responsable d'un labo médical, d'analyse médicale, tu aurais pu faire plein d'autres choses. Ce que je cherchais, en fait, c'est justement de tester. Je testais une nouvelle approche thérapeutique déjà. C'était la grande époque de l'avènement de la thérapie génique. Donc c'était voilà pour les gens qui savent, ils vont remonter quand on va leur dire Alain Fischer et compagnie, ils vont remonter, ils vont se rendre compte quand j'ai fait ma thèse. Alors, c'est quoi? Euh, Attends, la thérapie génique, parce que pour ceux qui ne savent pas, comme moi, c'est alors peut-être pas l'année, mais je veux savoir qu'est-ce que c'est que ce truc? Justement, c'est quand on utilise, c'est
On sait qu'il y a des gènes, donc notre code, qui des fois sont dérégulés. Certains sont dérégulés dans des cancers. Et puis, il y a eu beaucoup de travaux faits dessus où on pouvait remplacer ces gènes. En gros, on peut les remplacer par des gènes qui n'auront pas ces modifications et qui restaureront une fonction normale. Et donc, D'accord. on s'en sert, on s'en est servi, on s'en sert en thérapie. Donc moi, voilà, l'idée, c'était d'empêcher la tumeur d'avoir une vascularisation normale. En gros, bah, on a appliqué ce que Napoléon disait, quoi. Et Napoléon disait qu'une armée marche sur son ventre. Et donc, si on coupe l'arrivée des vivres, eh ben, on coupe l'avancée de l'armée. Et nous, notre idée, c'était de couper l'avancée de l'armée en coupant bah, le ravitaillement, quoi. On arrête la vascularisation, on arrête l'arrivée des vivres, de l'oxygène et des nutriments. Et du coup, bah, la tumeur devrait mourir. D'accord. Donc ça, c'était le principe. Ça, Et, c'était le principe. et donc, toi, tu décides de t'embarquer dans une thèse sur les thérapies géniques appliquées au cancer de l'enfant. Voilà, au Et cancer des os de l'enfant. au cancer des os de l'enfant, donc c'est encore plus Ouais. précis. Tu as une idée du nombre d'enfants qui peuvent souffrir de ça dans le monde, hein? Tu as des chiffres? Alors, en Europe, par an, il y a 36 000 enfants qui ont un cancer, qui D'accord. développent un cancer. Et il y en a un quart qui vont en mourir. Ok. Ok. Et Ça toi, plombe un peu l'atmosphère. non, c'est clair, c'est clair. Pour le podcast, c'est sûr que c'est pas top. Mais en même temps, toi, ton objectif, en faisant ça et en faisant une recherche, c'était de mieux comprendre. Tu avais déjà l'idée de l'impact, hein, l'idée de vouloir casser les choses, de casser les codes. Ouais, j'avais l'idée bah, de vouloir arrêter ces chiffres, d'avoir qu'il n'y ait plus ces chiffres de 8 000 enfants. J'avais l'idée de me dire, on va arriver à faire quelque chose, on va arriver à trouver une solution, on va arriver à monter des médicaments qui vont marcher et qui vont nous permettre d'aller, qui vont remplacer les chimiothérapies qu'on connaît et qui vont être plus intelligents et qui vont fonctionner alors que jusqu'à présent, en fait, on tapait toujours au même endroit et ça marche pas. Donc, on se prenait un mur sans arrêt. Donc, plutôt que de prendre le mur, il faut prendre la fenêtre. Donc, voilà. Et oui, Et là, j'avais cette idée de vouloir prendre des chemins de détour, mais pour arriver au même but. et là, cette fenêtre, tu l'as trouvée avec la, le prototypage, avec la solution de modélisation que tu proposes, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Parce que voilà, quand j'ai commencé ma thèse et quand j'étais chercheur, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ne se posait pas la question des effets de l'âge sur la tumeur, sur le fait que l'organisme de l'enfant, il est en croissance. L'organisme d'un adulte, il a fini de grandir. Donc, il y a tout ce qui est à l'intérieur qui n'est pas pareil. Et donc, c'est la question que dans l'équipe, là, on s'est posée et sur laquelle on a travaillé et qui est à la base de modèles for Kids. Donc, c'est reposer des modèles qui sont innovants parce qu'ils prennent justement en question ces notions d'âge et de différence de l'organisme, de fonction de l'organisme liée à l'âge. Donc, qui font que la tumeur va se comporter dans nos modèles de la façon dont elle se comporte, enfin, au plus proche de la clinique, de la réalité clinique, chez les enfants. Donc, ouais, donc tu arrives à modéliser, et ça, c'est ta trouvaille, c'est le résultat de tes recherches et des recherches de ton équipe. Tu arrives à trouver à modéliser comment se comporte la tumeur la tumeur cancéreuse qui va déclencher le cancer de l'os chez l'enfant. Et Voilà. justement, quand tu fais ça actuellement, donc je suppose que c'est protégé par des brevets. Comment ça marche, la protection de la valorisation? Alors, faut savoir que les modèles en eux-mêmes ne sont pas brevetables. C'est un savoir-faire. Ok. C'est une expertise. Enfin voilà, c'est ça, c'est protégé. La valorisation, vu que je viens d'un monde académique, la valorisation classique qu'on connaît, c'est quoi? C'est la publication, c'est la communication dans les congrès pour se faire connaître par nos pairs. Mais quand on a des outils comme ça, pour moi, il ne faut pas les valoriser que comme ça. Enfin, ils peuvent avoir un impact sur le monde et sur la prise en charge thérapeutique des enfants, quoi, la prise en charge des enfants. Donc, il faut aller chercher autre chose. Donc, toi et ton équipe, si on vous enlève, hein, en gros, tu as l'expertise, hein, c'est ça? Comme c'est pas protégeable, c'est ton savoir-faire, donc c'est Ouais, toi. C'est ça. c'est notre savoir-faire, oui.
Et donc, d'où est venue l'idée de la valorisation par l'entrepreneuriat? Parce que tu m'as dit, OK, il y a la valorisation scientifique, OK, le papier de recherche. Tout le monde ne lit pas des papiers de recherche, je te l'accorde. Est-ce que les praticiens utilisent des papiers de recherche? Ça se discute. L'idée de l'entrepreneuriat, pourquoi? L'idée d'entrepreneuriat, elle est venue parce que moi, j'ai déjà travaillé, enfin, je fais de l'évaluation, je teste de nouvelles drogues, de nouvelles approches thérapeutiques, de nouveaux médicaments. J'ai déjà travaillé avec des industriels de la pharma, hein, des petits, des moyens, des plus gros. Euh, et c'est venu de là, l'idée. L'idée, on a déjà fait des contrats de prestation et on s'est dit, mais là, enfin, c'était sur des modèles moins aboutis. Et on s'est dit, là, on a quelque chose de bien, de beau, qu'on connaît, qu'on maîtrise. Euh, il y a quelque chose à faire, à proposer, et plus sous forme, on va dire, artisanale, mais sous forme vraiment structurée, donc sous forme d'une plateforme avec tout un tas des prestations à façon et qu'on va proposer au monde industriel, pas juste à l'industriel qui viendra nous voir par le bouche à oreille. Voilà. D'accord. Et d'où l'idée de créer. Alors en fait, tu as décidé de ne pas créer une entreprise, mais plutôt de créer une démarche intrapreneuriale avec des Exactement. services. Ok. Exactement. Nous créons une plateforme donc, qui s'appelle Model for Kids, euh, qui donc va proposer ces solutions à façon à base de ces modèles innovants pour tester de nombreuses approches thérapeutiques. Et comment tu vois l'impact que tu penses avoir là-dessus? Est-ce que si Model for Kids fonctionne, hein, ce qui commence déjà à fonctionner, puisque encore une fois, ça fonctionne déjà avec certains industriels, est-ce que tu penses que qu'est-ce que ça va révolutionner dans le monde de la thérapie? Déjà, pour une fois, on va adresser la question de l'efficacité d'un médicament pour les cancers de l'enfant dans des modèles qui reproduisent vraiment l'âge de l'enfant. Donc, ça ne sera pas quelque chose qu'on transposera de l'adulte à l'enfant, mais ça sera validé dans des modèles pertinents. Donc, on va aider au passage, au développement des médicaments, au développement préclinique et au passage à la clinique réglementaire. On va aider, on va aider à accélérer toutes ces étapes-là. Et on va permettre, je pense, de faire plus d'essais cliniques en pédiatrie, parce qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué, c'est extrêmement difficile de faire des essais cliniques en pédiatrie, ce qui est normal, hein. Mais parce qu'on n'a pas justement de modèle valide au départ, de modèle robuste qui dit, on mime ce qui se passe chez un enfant de 3 ans, de 6 ans. Non, on n'a pas ça. Ça n'existe pas sur le marché, en tout cas. Donc, nous, c'est ce que nous proposons. Et derrière, tu vois, je me dis à chaque fois qu'on est sur des métiers en lien avec la santé, lorsqu'on couple ça avec une logique un peu d'innovation, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle technologie, une nouvelle manière de voir les choses, un nouveau paradigme d'approche thérapeutique, on a naturellement envie de dire bon, on va créer de l'impact. Santé, nouveauté, bon, ça veut dire qu'on va créer du mieux-être, on va aider la santé des enfants, etc. Ça paraît très naturel. Est-ce qu'on y pense au quotidien quand on est un chercheur, lorsqu'on se lève le matin, lorsqu'on va au boulot, lorsqu'on est sur sa paillasse? Je ne sais pas encore d'ailleurs si tu vas encore sur ta paillasse. Comment tu y penses tout le temps, tout le temps, tout le temps, ou c'est quelque chose que tu laisses de côté et que tu rouvres de temps en temps? J'y pense quand même assez souvent. Je sais pourquoi je me lève le matin, je sais pourquoi on fait ces modèles, parce que faut pas savoir, faut pas se voiler la face, hein. Le métier de chercheur et la mise au point de modèles, c'est beaucoup d'échecs, mais on apprend beaucoup de ces échecs et donc il faut se relever 100 fois, 110 fois. Ça sera la 112e fois que ça sera la bonne. Donc, faut pas se décourager. Donc, ouais, on y pense forcément que ce qu'on fait là, ça va aider au minimum à comprendre ces maladies et à savoir où est-ce qu'on peut les cibler pour enfin arriver à les éradiquer ou à faire qu'elles soient plus mortelles. Et la stratégie que tu veux mettre en place pour atteindre l'impact, hein, que tu viens de citer, est-ce que tu peux en parler ou c'est encore trop confidentiel? La stratégie, donc c'est cette plateforme. Nous, on va être on est une plateforme euh, qui propose donc des modèles, mais on s'entoure aussi des gens compétents parce on n'a pas l'outrecuidance de penser qu'on a toutes les compétences. Donc, on va fédérer autour de nous ou utiliser les différentes plateformes qu'on a. Euh, pour proposer des services on va dire, de plutôt haute qualité et avoir
des analyses très, 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 très fines, mais tout en gardant aussi un œil sur l'innovation. Comment est-ce qu'on peut continuer à innover? Comment est-ce qu'on peut améliorer nos modèles, les rendre ou plus pertinents, ou les rendre plus pertinents dans leur représentation biologique, ou plus pertinents pour l'utilisation d'un industriel. Donc, il y a ça, c'est quelque chose, moi, qui me motive aussi beaucoup, tu vois? On a maintenant, on a une façon de faire, on a un processus qui commence à être bien rodé, qui doit être bien rodé pour rentrer sur la plateforme, hein, une façon de faire, des validations minimales, mais on a ces modèles qui sont beaux, mais comment est-ce qu'on peut les faire, vivre plus, vivre mieux, et les rendre, différents encore? Ouais, donc la recherche de l'innovation pour Ouais. augmenter l'impact de ton innovation. Eh bien, écoute, Aurélie, je te remercie pour le partage d'informations. Donc, on était dans le podcast Elles Impact, présenté et animé pour Aurélie Dutour, qui porte le projet Models for Kids. Merci encore, Aurélie. Merci Séverine.